Chaque lundi et jeudi soir, depuis 19 ans, je conduis mon vieux pick-up Chevrolet de 1962 sur la route de montagne sinueuse. Je me gare sur le même renfoncement usé par le temps près de l'ancienne tour de guet. Et je parcours le sentier familier d'un peu plus d'1 kilomètre pour déposer de la nourriture dans le chêne creux gigantesque qui se dresse à l'orée des bois profonds. Mon mari pense que je nourris les dindons sauvages qui parcourent ces collines. Mes voisins, les quelques-uns que j'ai dans ce coin reculé du monde, supposent que je suis une sorte d'amoureuse de la nature un peu excentrique qui a trop de temps à perdre. La vérité est quelque chose de bien plus extraordinaire, quelque chose que la plupart des gens ne croiraient jamais, même si je le jurais sur une pile de Bible. Je dépose de la nourriture pour la même créature depuis 1953. Un être qui n'existe que dans les légendes et les histoires que l'on se raconte au coin du feu, mais que je sais aussi réel que les montagnes ancestrales qui entourent ma maison. Je m'appelle Eleanor Whitmore et j'ai 55 ans. J'ai passé la majeure partie de ma vie d'adulte à travailler comme arpenteuse forestière dans ces montagnes des Appalaches en Virginie occidentale. D'abord comme jeune assistante de terrain fraîchement sortie de l'université, puis comme arpenteuse principale et maintenant, en semi-retraite, comme consultante pour le service des parcs de l'État. Ces forêts sont tissées dans mon âme. Je suis né en vue de ces crêtes, j'ai été élevé dans une cabane à moins de 8 kilomètres de l'endroit où je vis aujourd'hui et je m'attends à mourir avec l'odeur du pin et de la pruche dans les narines. Mais ce n'est qu'à l'automne 1953 que j'ai vraiment compris que je n'étais pas seul dans ces anciens vallons, que quelque chose d'autre considérait ces montagnes brumeuses comme son foyer, quelque chose de remarquable et qui méritait d'être protégé, quelque chose qui allait changer ma vie pour toujours. Ce lundi soir d'octobre 1972 était frais et calme, avec les premières touches de couleurs automnales qui colorait les plus hautes crêtes. Le genre de soirée qui vous invite à vous arrêter pour simplement respirer la beauté du monde. J'ai chargé la benne de mon vieux pick-up avec les provisions habituelles. Un sac en toile contenant des poires fraîches de mon petit verger, du jambon fumé du cochon que nous avions abattu l'automne précédent, un grand pot de confiture de mûre que j'avais faite en août et un pain de maïs tout frais que j'avais cuit le matin même. Des choses simples, d'humbles offrandes, mais dont je savais qu'elles seraient reçues avec gratitude. La montée par la route de montagne a pris près d'1 demi-heure, mon pick-up gémissant sur le gravier et les racines apparentes qui tenaient lieu de route par ici. Je suis passé devant les ruines de l'ancienne exploitation de la Whitmore Coal Company, l'entreprise de mon grand-père, abandonnée depuis près de 15 ans. Depuis que les filons s'étaient épuisés et que les plus grandes compagnies avaient déplacé leurs opérations plus au sud. Ici, les forêts guérissaient lentement. De jeunes chênes, érables et tulipiers reprenaient possession des flancs de collines meurtries qui avaient été mises à nu à l'époque de ma grand-mère. Je me suis garé à ma place habituelle, une petite clairière où se trouvait autrefois une ancienne piste de débardage, et j'ai mis mon sac sur l'épaule. L'air du soir sentait le terreau de feuilles et la fumée de bois d'une cabane lointaine, et quelque part en bas dans le vallon, une chouette rayée commençait déjà ses appels nocturnes. J'avais parcouru ce sentier tant de fois que je pouvais m'y orienter dans l'obscurité la plus totale, passer l'énorme rocher que nous appelions Preacher's Rock, descendre à travers le fourré de rhododendrons si dense qu'il cachait le ciel, traverser le petit ruisseau qui coulait, froid et clair, sur des pierres lisses, et enfin gravir la pente douce jusqu'à l'endroit où le chêne ancien se dressait, tel une sentinelle à l'orée de la nature sauvage et profonde. Le chêne avait facilement 400 ans, peut-être plus. Son tronc était si massif que 3 adultes n'auraient pas pu en joindre les mains pour en faire le tour. La foudre l'avait frappé dans un passé lointain, creusant son centre et créant un abri naturel parfait pour mes dessins, protégé des fréquentes pluies de montagne,
un cachet du randonneur occasionnel qui s'aventurait aussi loin des sentiers balisés et positionné à la lisière même d'un territoire que j'avais appris à reconnaître comme le sien. J'ai déballé mes offrandes avec soin, les disposant dans la cavité comme je l'avais fait des centaines de fois auparavant. Puis j'ai reculé, j'ai regardé la forêt familière qui s'assombrissait dans la lumière déclinante et j'ai laissé mon esprit revenir à la première fois où j'étais venu en ce lieu. 19 ans et une autre vie plus tôt, automne 1953. J'avais alors 36 ans, j'étais arpenteuse forestière principale et je travaillais sur une parcelle de forêt primaire à environ 5 km de l'endroit où je me trouve maintenant. C'était fin octobre et nous avions déjà eu notre première forte gelée. Les feuilles tombaient rapidement, tapissant le sol de nuances d'or, de pourpre et de brun. Et l'air avait ce mordant qui vous annonce que l'hiver n'est pas loin. Je travaillais seul ce jour-là, menant un inventaire forestier en vue d'une coupe sélective. Mon travail consistait à marquer les arbres qui pouvaient être abattus sans nuire à la santé globale de la forêt, à cartographier le terrain et à noter tout élément qui devait être préservé. C'était un travail solitaire, un travail tranquille, et je le préférais ainsi. Il y avait quelque chose de pur à être seul dans la forêt, avec pour seule compagnie mes pensées et les bruits de la nature. Je venais de finir de mesurer et de marquer un groupe de grands chênes blancs quand je l'ai entendu. Un appel grave et retentissant qui semblait venir de partout et de nulle part à la fois, résonnant sur les affleurements rocheux et filtrant à travers la canopée dense. Il ne ressemblait à aucun cri d'animal que j'avais jamais entendu durant toutes mes années dans ces montagnes. Pas un ours, pas un lynx, pas un wapiti. Il avait une qualité qui a fait s'éveiller quelque chose d'ancien et de primal en moi, la reconnaissance de quelque chose de puissant et d'inconnu, qui a court-circuité mon esprit rationnel pour parler directement à des instincts que j'ignorais posséder. Je suis resté parfaitement immobile, mon crayon figé au-dessus de mon carnet de relevés, à l'écoute. L'appel a retenti de nouveau, plus proche cette fois, venant de quelque part dans le dense fourré de lauriers à l'est. Mon premier réflexe a été de retourner vers la route, vers mon pick-up et la sécurité. Mais quelque chose m'a retenu sur place, la curiosité peut-être, ou quelque chose de plus profond. J'avais passé toute ma vie d'adulte dans ces bois et je n'avais jamais rien entendu de tel. Si je partais maintenant, je savais que je me poserais des questions pour le restant de mes jours. J'ai avancé silencieusement à travers les feuilles mortes, marchant avec précaution pour minimiser les crissements, suivant les pistes de gibier quand je le pouvais, et me frayant un chemin à travers la végétation épaisse quand il le fallait. Au bout d'une vingtaine de minutes, j'ai trouvé des traces. Elles étaient profondément enfoncées dans la terre meuble près d'une petite source, et leur forme m'a coupé le souffle. Des empreintes d'au moins 43 cm de long, avec 5 orteils distincts, clairement visibles dans la boue. Elles étaient hautes profondes, suggérant un poids considérable et très espacé, indiquant une enjambée bien plus grande que celle de n'importe quel humain. J'ai suivi les traces pendant encore 15 minutes, mon cœur battant si fort dans mes oreilles que j'étais certaine que n'importe qui, à 1 kilomètre à la ronde, pouvait l'entendre. La piste m'a mené à une petite clairière, sur un versant orienté au sud, abrité du vent par un affleurement rocheux. Et là, partiellement caché dans l'ombre profonde sous une immense pruche, je l'ai vue pour la première fois. Elle était énorme. J'ai estimé sa taille à au moins 2,30 mètres, peut-être plus. Son corps était couvert d'un pelage brun-roux foncé, plus long et plus épais autour de ses épaules et sur le sommet de sa tête, où il ressemblait presque à une crinière sauvage. Elle me tournait partiellement le dos, accroupie à côté de ce que j'ai réalisé être un cerf récemment tué, une jeune biche probablement affaiblie par la maladie ou une blessure. Mais elle ne mangeait pas. Au lieu de cela, elle semblait examiner la carcasse avec soin, méthodiquement, d'une manière qui suggérait l'intelligence et l'intention. J'ai observé, retenant à peine mon souffle, craignant que le moindre mouvement n'alerte de ma présence. Ses mains, et c'étaient clairement des mains malgré leur taille,
se déplaçait avec une délicatesse surprenante pendant qu'elle travaillait. Et puis, elle a émis un son, une version plus basse et plus douce de l'appel que j'avais entendu auparavant. En quelques instants, 2 silhouettes plus petites ont émergé de derrière l'affleurement rocheux. C'étaient des jeunes, ai-je réalisé, mesurant peut-être 1,20 m, se déplaçant avec l'énergie maladroite de la jeunesse, ses enfants. Et soudain, toute la scène a pris son sens. C'était une mère qui apprenait à ses petits comment préparer la nourriture, comment survivre dans la nature. La femelle a émis un autre son et les jeunes se sont approchés de la carcasse de cerf. Elle les guidait avec des gestes et des vocalisations, leur montrant quelque chose. Peut-être quelle partie était comestible, peut-être comment dépecer efficacement l'animal. Je ne pouvais être certaine des détails, mais c'était clairement de l'instruction, de l'enseignement. Ce n'était pas un simple comportement animal. C'était quelque chose de bien plus sophistiqué, de bien plus humain. J'ai dû faire un léger bruit. Peut-être ma botte a-t-elle glissé sur une pierre. Peut-être ai-je simplement eu un hoquet sans m'en rendre compte. Car soudain, la tête de la femelle adulte s'est tournée brusquement dans ma direction. Pendant un instant qui a semblé s'étirer à l'infini, nos regards se sont croisés à travers la clairière. Ses yeux étaient sombres, profondément intelligents, et remplie d'une conscience qui a provoqué un changement fondamental en moi. Elle n'a pas chargé, n'a pas rugi ni montré d'agressivité. Au lieu de cela, elle a rassemblé ses jeunes avec un geste indubitablement protecteur et aimant, et ils se sont déplacés rapidement mais calmement dans la forêt, disparaissant en quelques secondes comme s'ils n'avaient jamais été là. Je suis resté là très longtemps après leur disparition, essayant de digérer ce dont j'avais été témoin, essayant de concilier les preuves de mes propres yeux avec tout ce qu'on m'avait appris sur ce qui était et n'était pas possible en ce monde. Ce soir-là, de retour dans ma petite cabane, je n'ai rien dit à mon mari Robert de ce que j'avais vu. Que pouvais-je dire? Que j'avais rencontré Bigfoot? Que j'avais observé une mère Bigfoot enseigner à ses enfants? Il aurait pensé que j'avais perdu la tête ou que j'avais goûté à la gnôle qui coulait encore à flot dans ces collines, bien que ce soit techniquement illégal. Mais je ne pouvais cesser de penser à cette famille, car c'est exactement ce qu'ils étaient, une famille, une mère avec des enfants luttant pour survivre et élever ses petits comme n'importe quelle mère humaine le ferait. Le lendemain matin, j'ai mis de la nourriture supplémentaire dans mon sac d'arpentage. Des restes de biscuits, quelques tranches de pommes séchées, un morceau de lard salé. Pendant ma pause déjeuner, je suis retourné à cette clairière et j'ai laissé la nourriture près de l'endroit où je les avais vus. Je n'avais aucune idée s'ils la prendraient. Je ne savais même pas s'ils la trouveraient ou si un autre animal y arriverait en premier. Mais je me sentais obligé d'essayer. Quelque chose dans l'intelligence des yeux de cette mère m'avait parlé, avait créé une connexion que je ne pouvais ignorer. 3 jours plus tard, je suis retourné à la clairière. La nourriture avait disparu et il y avait des traces fraîches dans la terre meuble autour de l'endroit où je l'avais laissée. Des traces qui correspondaient à celles que j'avais suivies auparavant. Alors j'ai laissé plus de nourriture, et encore la semaine suivante, et la semaine d'après. Cet automne 1953 avait été le début de quelque chose d'extraordinaire, une relation qui durait maintenant depuis près de 2 décennies, construite sur rien de plus que des offrandes régulières, une observation patiente et un respect mutuel. Au fil des ans, j'avais appris ses habitudes, ses préférences, ses routines. Elle préférait les fruits et les confitures à la viande, bien qu'elle prît du jambon fumé ou du bacon quand on lui en offrait. Elle semblait avoir un faible particulier pour tout ce qui était sucré. Elle était prudente et réfléchie, n'approchant jamais du lieu d'offrande tant que j'étais dans les parages. Les premières années, je ne la voyais jamais lors de mes visites. Je laissais simplement la nourriture et la trouvais disparue à mon retour. Mais avec le temps, cela a changé. J'apercevais des bribes d'elle au loin, m'observant depuis l'ombre. Puis, elle a commencé à se montrer plus ouvertement, toujours à une distance de sécurité, toujours prête à disparaître dans la forêt au premier signe de menace. La première fois qu'elle m'a permis de la voir clairement,
sans se retirer immédiatement, fut au printemps 1958, près de 5 ans après notre première rencontre. J'étais arrivé au chêne pour la trouver debout, à l'orée de la clairière, sans se cacher, sans fuir, me regardant simplement avec ses yeux intelligents et scrutateurs. Nous sommes restés là pendant peut-être 5 minutes, ni l'une ni l'autre ne bougeant, ni l'une ni l'autre ne détournant le regard. Puis elle a fait un geste que j'ai interprété comme une salutation, touchant sa poitrine, puis tendant la main vers moi. J'ai rendu le geste instinctivement, touchant ma propre poitrine et tendant la main. Elle a émis une vocalisation basse, presque comme un bourdonnement de satisfaction, puis s'est fondue à nouveau dans la forêt. J'ai eu l'impression que nous avions franchi un seuil invisible, établi un protocole de base de reconnaissance. À partir de ce jour, nos interactions sont devenues plus régulières, plus soutenues. En 1960, j'avais appris qu'elle n'était pas seule. Il y avait toute une communauté d'entre eux vivant dans ces bois profonds, peut-être une douzaine d'individus que j'avais confirmés par des traces et des observations occasionnelles. Elle semblait être la chef du groupe, celle qui prenait les décisions, celle qui déterminait ce qui était sûr et ce qui était dangereux. Les 2 jeunes que j'avais vus ce premier jour étaient devenus de jeunes adultes. Et il y en avait d'autres, y compris ce qui semblait être un mâle âgé aux poils presque entièrement gris qui se déplaçait lentement et avec précaution, et une autre femelle adulte qui semblait être enceinte. Je leur ai donné des noms dans ma tête, des noms qui m'aidaient à les suivre et à me souvenir de leurs caractéristiques individuelles. La chef, je l'appelais Tara. Le vieux mâle, je l'appelais Grandfather. La femelle enceinte, je l'appelais Hope. Les 2 jeunes adultes de cette première observation, je les appelais Dawn et Dusk, car l'un avait une couleur plus claire et l'autre plus foncée. En 1965, mes visites du lundi et du jeudi étaient devenues une partie aussi fixe de ma routine que de prendre mon petit déjeuner ou de me brosser les dents. Robert avait depuis longtemps cessé de poser des questions sur mes voyages réguliers en montagne, acceptant mes vagues explications sur la surveillance de la forêt, l'observation de la faune, l'entretien de mes balises d'arpentage. C'était un homme bon, patient et compréhensif, même quand il ne saisissait pas pleinement ce que je faisais. Peut-être se doutait-il de quelque chose de la vérité. Peut-être avait-il remarqué que je revenais toujours de ces voyages avec une lueur particulière dans les yeux, une sérénité que de simples promenades en forêt ne pouvaient expliquer. Mais s'il savait ou devinait, il ne m'a jamais pressé de questions à ce sujet. À l'automne 1967, quelque chose a changé dans notre relation. Je suis arrivé au Chêne Creux un lundi soir pour trouver Tara qui m'attendait, non pas à l'orée de la clairière comme elle le faisait parfois, mais juste à côté de l'arbre, assez près pour que j'aurais pu tendre la main et la toucher. Elle tenait quelque chose dans sa main massive, et alors que j'approchais, elle l'a tendu vers moi. C'était une petite sculpture, un morceau de bois qui avait été façonné et lissé en une forme reconnaissable. Une silhouette humaine, simple mais indubitable, les bras étendus dans le geste que nous avions pris l'habitude d'utiliser pour nous saluer. Elle avait fait ça. Elle avait créé de l'art une représentation de moi, et elle me l'offrait en cadeau. Je l'ai accepté avec des mains tremblantes, submergé par ce que cela signifiait. Ce n'était pas le comportement d'un animal. C'était l'acte d'une personne, d'un être capable de pensée abstraite, de représentation symbolique et du don délibéré. « Merci », ai-je dit, sans savoir si elle pouvait comprendre mes mots. « Merci pour ça, je le chérirai toujours. » Elle a émis un son grave, que j'avais appris à reconnaître comme un contentement ou de la satisfaction. Puis elle a touché sa poitrine et a fait une vocalisation qui ressemblait un peu à son nom. « Tara », a-t-elle dit, ou quelque chose d'approchant. Elle me disait son nom. Pas le nom que je lui avais donné dans mon esprit, mais son vrai nom, celui que son propre peuple utilisait. Je l'ai répété du mieux que j'ai pu. « Tara ». Elle a de nouveau émis le son de contentement, puis elle a fait une autre vocalisation en me montrant du doigt.
Elle voulait savoir mon nom. Élénore, ai-je dit, en touchant ma propre poitrine. Je m'appelle Élénore. Elle a essayé de le répéter, produisant quelque chose qui ressemblait à Elnor, assez proche. À partir de ce jour, j'étais Elnor pour elle et son peuple. Nous avions échangé nos noms, franchi un autre seuil dans notre relation. Je n'étais plus seulement l'étrange humaine qui laissait de la nourriture. J'étais une personne avec une identité, quelqu'un qui valait la peine d'être connu. L'automne 1971 a apporté une crise qui allait mettre à l'épreuve tout ce que j'avais construit avec Tara et sa communauté. Cela a commencé un lundi soir, début octobre. Je suis arrivé au chêne creux pour trouver Tara qui m'attendait, mais pas de sa manière calme habituelle. Elle était agitée, faisant les 100 pas à l'orée de la clairière, émettant des sons que je n'avais jamais entendus auparavant. Des appels de détresse, ai-je réalisé. Quelque chose n'allait pas du tout. Elle s'est approchée de moi avec urgence, me faisant signe de la suivre. C'était sans précédent. Durant toutes nos années d'interaction, elle ne m'avait jamais demandé d'entrer sur leur territoire, dans la forêt profonde où ils avaient élu domicile. La frontière avait toujours été le chêne creux, un lieu de rencontre neutre où nous pouvions interagir sans que j'empiète sur leur espace privé. Mais maintenant, elle me demandait clairement de franchir cette frontière. Quelque chose était suffisamment grave pour qu'elle soit prête à briser les règles établies. Je l'ai suivie sans hésitation. Elle m'a conduite profondément dans la forêt, à travers un terrain que je n'avais jamais traversé, malgré toutes mes années dans ces bois. Nous avons voyagé pendant peut-être 1 heure, grimpant sur des crêtes et descendant dans des vallons, nous frayant un chemin à travers des fourrés de rhododendrons si denses qu'ils masquaient la lumière déclinante du soir. Finalement, nous avons débouché dans une vallée cachée dont je n'avais jamais soupçonné l'existence, un sanctuaire entouré de falaises rocheuses sur 3 côtés et accessible uniquement par le passage étroit que nous venions d'emprunter. C'était leur foyer, leur base, le centre de leur territoire. Toute la communauté était rassemblée dans la vallée, disposée en un cercle lâche autour d'un abri naturel formé par une corniche rocheuse en surplomb. L'atmosphère était lourde de tension et de chagrin. Alors que j'approchais, guidé par la main de Tara sur mon épaule, le cercle s'est écarté pour me laisser passer. Et c'est là que j'ai vu ce qui avait causé une telle détresse. La femelle que j'avais nommée Hope, mais dont j'avais appris que le vrai nom était Kina, était là, blottie au fond de l'abri, tenant un petit paquet dans ses bras. C'était son dernier né cet été-là, une minuscule créature que je n'avais vue que de loin lors de visites précédentes. Mais quelque chose n'allait manifestement pas. Le bébé était sans force, émettant de faibles sons de détresse, et même dans la pénombre, je pouvais voir que ses mouvements étaient lents, non coordonnés. Kina a levé vers moi des yeux pleins d'un espoir désespéré, et j'ai immédiatement compris pourquoi Tara m'avait amené ici. Il savait que j'étais différente d'eux. Ils savaient que j'avais accès à des choses qu'ils n'avaient pas. Ils espéraient que je pourrais aider. Je me suis approché lentement, avec précaution, ne voulant pas effrayer Kina ou ajouter à sa détresse. Les autres membres de la communauté observaient en silence, leurs yeux suivant chacun de mes mouvements. Soit ce serait une avancée majeure, soit un désastre. Si je pouvais aider, je cimenterais ma relation avec eux d'une manière qui ne pourrait jamais être défaite. Si j'échouais, ou si je faisais quelque chose qui blessait le bébé, je risquais de perdre tout ce que j'avais construit en près de 2 décennies. Puis-je la voir ? N'ai-je demandé, ne sachant pas si Kina comprendrait mes mots, mais espérant que mon ton transmettrait mes intentions. Puis-je regarder le bébé ? Tara a émis un son, quelque chose adressé à sa sœur. Kina a hésité, puis, lentement, à contre-cœur, a tendu le bébé vers moi. Le nourrisson était minuscule, peut-être 7 kilos, couvert d'une fourrure douce et emmêlée par la sueur. Ses yeux étaient mi-clos, sa respiration rapide et superficielle. Quand j'ai doucement touché son front, la chaleur qui émanait de son petit corps m'a immédiatement dit ce qui n'allait pas. « Elle a de la fièvre », ai-je dit. « Elle est malade. Je dois trouver ce qui ne va pas. »
J'ai examiné le bébé aussi soigneusement que possible, parfaitement consciente que chaque regard de la communauté était fixé sur moi. Ses oreilles semblaient propres, aucun signe d'infection. Sa gorge n'était ni enflée ni rouge. Son ventre semblait normal quand je l'ai palpé doucement. Mais quand j'ai vérifié sa bouche, je l'ai trouvée. Une petite dent sortait de sa gencive, entourée de tissu rouge et enflammé qui s'était clairement infecté. Une poussée de dents. Le bébé faisait ses dents et la gencive s'était infectée, provoquant une fièvre qui pouvait être dangereuse si elle n'était pas traitée. Je comprends, ai-je dit, plus pour moi-même que pour quiconque. Je sais ce qui ne va pas, mais j'ai besoin de médicaments. Je dois revenir avec des médicaments. J'ai essayé d'expliquer à Tara, en utilisant des gestes et des mots simples. J'ai fait le mouvement de partir et de revenir. J'ai montré le bébé du doigt et j'ai mimé le fait de lui donner quelque chose. Je ne savais pas à quel point elle comprenait, mais elle semblait saisir que je devais partir et revenir avec quelque chose qui pourrait aider. Elle a émis un son d'acquiescement et a fait signe à l'un des jeunes adultes de m'escorter jusqu'à la limite de leur territoire. Je ne pense pas avoir jamais conduit aussi vite que cette nuit-là, dévalant la route de montagne à toute allure, mes phares fendant l'obscurité, mon esprit tourbillonnant de possibilités. Le bébé avait besoin d'antibiotiques, quelque chose pour combattre l'infection. Mais je ne pouvais pas simplement entrer dans une pharmacie et demander des médicaments pour ce que j'aurais dû décrire comme un très grand nourrisson très poilu. Je devais penser à une autre approche. Robert dormait quand je suis rentré et je ne l'ai pas réveillé. Au lieu de cela, je suis allé à la petite grange où nous gardions nos quelques animaux et j'ai trouvé ce que je cherchais. Un flacon de pénicilline vétérinaire que je gardais sous la main pour soigner les animaux malades. Ce n'était pas idéal, mais ça ferait l'affaire. J'ai calculé une dose appropriée pour le poids estimé du bébé, je l'ai mesuré dans une petite bouteille et j'ai ajouté un pot de miel pour aider à rendre le médicament plus agréable au goût. Le lendemain matin, j'ai dit à Robert que je devais retourner d'urgence en montagne, que j'avais trouvé des signes d'un animal malade qui avait besoin d'aide. Il a accepté cette explication sans poser de questions, comme il le faisait toujours. Moins d'une heure plus tard, je remontais le sentier, mon sac lourd de médicaments et de fournitures supplémentaires. Tara m'attendait au chêne creux, et ensemble, nous avons refait le voyage jusqu'à la vallée cachée. L'état du bébé s'était aggravé pendant la nuit. Sa fièvre était plus élevée, ses pleurs plus faibles. Kina était affolée, serrant sa fille contre elle, ayant manifestement peur de laisser quiconque s'approcher. Tara a dû amadouer sa sœur pendant plusieurs minutes, avant que Kina ne me permette de m'approcher à nouveau. J'ai mélangé la pénicilline avec du miel, créant un mélange sucré que j'espérais que le bébé accepterait. Puis, avec Kina soutenant la tête du bébé, j'ai administré soigneusement le médicament, en utilisant un bâtonnet lisse comme une cuillère primitive pour faire entrer le mélange dans la bouche du bébé. L'attente qui a suivi a été la plus longue de ma vie. Je suis resté dans la vallée pendant des heures, veillant sur le nourrisson malade, vérifiant sa température au toucher, administrant des doses supplémentaires du médicament à intervalles réguliers. La communauté est restée rassemblée autour de nous, une veillée silencieuse d'espoir et d'anxiété. Le deuxième jour, la fièvre du bébé a commencé à tomber. Le troisième jour, elle tétait de nouveau, ses pleurs étaient plus forts, ses mouvements plus énergiques. À la fin de la semaine, elle était clairement sur la voie de la guérison. Sa gencive guérissait, sa température était normale, son entrain revenait. J'avais réussi, je l'avais sauvée. La réaction de la communauté à la guérison du bébé a été sans pareil. Ils se sont rassemblés autour de moi, tous les 15, émettant des sons de joie et de soulagement. Kina m'a apporté le bébé. Elle était en bonne santé maintenant, alerte et curieuse, tendant ses petites mains pour toucher mon visage. Kina a émis un son, un nom. Luna, a-t-elle dit, ou quelque chose d'approchant. Le nom du bébé. Luna, ai-je répété. Bonjour, Luna. Tu nous as fait une sacrée frayeur, petite. Kina a émis un autre son,
puis elle a fait quelque chose qui m'a mis les larmes aux yeux. Elle a pris ma main et l'a posée sur la poitrine de Luna, sur son cœur, puis elle a fait le geste de salutation et a ajouté un nouveau contact de sa poitrine à la mienne. J'ai compris. Elle me reconnaissait comme faisant partie de la famille élargie de Luna. Elle me remerciait de la manière la plus profonde que son peuple connaissait. Les mois qui ont suivi la crise ont approfondi ma relation avec la communauté d'une manière que je n'aurais jamais pu anticiper. Mes visites du lundi et du jeudi se sont poursuivies, mais maintenant elles s'étendaient souvent jusqu'à la vallée cachée elle-même. Tara et son peuple m'avaient pleinement accepté, m'accueillant dans leur sanctuaire privé. Luna a grandi rapidement, se transformant d'un nourrisson fragile en une bambine robuste et énergique. Elle avait un faible particulier pour moi, me cherchant toujours quand je venais, grimpant sur moi avec la confiance intrépide des tout-petits. Robert a fini par remarquer les changements dans ma routine, les visites plus longues, les plus grandes quantités de nourriture que j'emportais en montagne. Un soir, alors que je me préparais pour mon voyage du jeudi, il a finalement posé la question qu'il retenait depuis des années. « Éléanore » a-t-il dit, s'asseyant à la table de la cuisine avec l'expression d'un homme qui a décidé d'affronter quelque chose qui l'évitait, « que se passe-t-il vraiment là-haut ? Tu fais ces voyages depuis près de 20 ans. Je n'ai jamais rien demandé parce que je te fais confiance, mais je pense que je mérite de connaître la vérité. » Je me suis assise en face de lui, regardant l'homme avec qui j'étais marié depuis 32 ans, le père de nos enfants maintenant adultes, mon partenaire dans tous les aspects de la vie, sauf ce secret que j'avais gardé caché. J'ai pensé à mentir, à inventer une histoire sur un projet de recherche ou un effort de conservation, mais je ne pouvais pas. Robert méritait la vérité. Et peut-être que j'étais fatigué de porter ce secret seul. Je lui ai tout raconté. La première rencontre en 1953, les années à laisser de la nourriture, la lente construction de la confiance, Tara et son peuple, la maladie et la guérison de Luna, tout. J'ai parlé pendant près de 2 heures pendant qu'il écoutait sans interruption, son visage passant par des expressions d'incrédulité, d'émerveillement, d'inquiétude, et enfin quelque chose qui ressemblait à de l'acceptation. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux un long moment. Puis, il a posé la question que je redoutais. « Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit avant ?» J'avais peur, ai-je admis. Peur que tu me prennes pour une folle. Peur que tu veuilles le dire à quelqu'un, alerter les autorités, faire venir des scientifiques et des journalistes. J'avais peur de tout ce qui pourrait les mettre en danger. Il a tendu la main sur la table et a pris la mienne. « Éléanore, a-t-il dit, je suis marié avec toi depuis plus de 30 ans. Je te connais. Tu es la personne la plus rationnelle et la plus sensée que j'ai jamais rencontrée. Si tu dis que ces créatures existent, si tu dis que tu as construit une relation avec elles depuis près de 20 ans, alors je te crois. Et je ne ferai jamais rien pour mettre cela en péril. » Le soulagement qui m'a envahi était immense. J'avais porté ce secret si longtemps, l'avais caché à la personne la plus proche de moi, et maintenant ce fardeau était levé. Robert avait des questions, bien sûr, des centaines de questions, et au cours des semaines suivantes, j'ai répondu à toutes. Je lui ai montré mon journal, mes notes, la petite figurine sculptée que Tara m'avait donnée. Et avoir quelqu'un avec qui partager cela, quelqu'un qui me croyait et me soutenait, a tout rendu plus facile. Le monde en dehors de la forêt a changé de façon spectaculaire au cours des décennies qui ont suivi. La technologie a progressé, la société s'est transformée, les certitudes d'une génération ont cédé la place aux incertitudes de la suivante. Mais dans cette vallée cachée au cœur de la nature sauvage des Appalaches, la vie a continué comme elle l'avait fait depuis d'innombrables générations. Des bébés sont nés, les jeunes ont grandi, les anciens ont transmis leur sagesse et ont fini par disparaître. Le cycle a continué, aussi éternel que les montagnes elles-mêmes. Je suis une vieille femme maintenant, j'ai plus de 80 ans, et la randonnée jusqu'au chêne creux est devenue difficile pour moi.
Certaines fois, Robert doit me conduire presque tout le chemin et je dois me reposer plusieurs fois sur le sentier. Mais j'y vais toujours, chaque lundi et jeudi, portant mes offrandes de nourriture, entretenant la relation que j'ai commencée il y a plus de 40 ans. Tara est vieille aussi, se déplaçant avec la lenteur réfléchie de l'âge avancé, sa fourrure brun-roux, autrefois vibrante, maintenant presque entièrement grise. Luna est elle-même grand-mère, chef de son propre groupe familial, au sein de la communauté plus large. La communauté continue de prospérer, ses traditions intactes, son mode de vie préservé dans ce sanctuaire que j'ai aidé à protéger. Je ne sais pas combien de temps encore je pourrai faire ces visites. Le corps faiblit même quand l'esprit reste fort. Mais j'ai pris des dispositions, des préparatifs minutieux pour le moment où je ne pourrai plus venir moi-même. Ma petite fille, Sarah, a été mise au courant de la vérité, a juré le secret et a accepté de continuer les offrandes quand je ne serai plus là. C'est une jeune femme de bonne moralité et d'un profond respect pour la nature, et je crois qu'elle honorera la confiance que j'ai bâtie. La relation continuera, transmise à travers ma famille, tout comme le leadership de Tara a été transmis à travers la sienne. Certaines personnes passent leur vie à chercher des preuves de l'extraordinaire, des preuves que le monde contient des merveilles au-delà de notre expérience quotidienne. Ils installent des caméras, organisent des expéditions, écrivent des livres plaidant pour l'existence de créatures que la plupart des gens rejettent comme des mythes et des légendes. Je comprends leur désir, l'envie de prouver ce que l'on sait être vrai, de partager l'émerveillement avec les autres, de valider sa propre expérience. Mais j'ai appris il y a longtemps que certaines choses sont plus importantes que la preuve. Certaines relations sont trop précieuses pour être risquées au nom de la reconnaissance ou de la validation. Je n'ai jamais raconté mon histoire publiquement, jamais cherché la gloire ou la reconnaissance pour ce dont j'ai été témoin. Ce récit, que j'écris maintenant au crépuscule de ma vie, est pour ma famille seule, un témoignage à transmettre avec la responsabilité de continuer la relation que j'ai commencée. Peut-être qu'un jour, le monde sera prêt à savoir que des créatures comme Tara et son peuple existent, que l'intelligence, l'émotion et l'amour familial ne sont pas propres à l'humanité. Peut-être qu'un jour, leur existence pourra être reconnue et protégée sans les mettre en danger. Mais ce jour n'est pas aujourd'hui, et ce n'est pas moi qui le forcerai. Ce que j'ai appris en 40 ans d'amitié avec ces êtres remarquables est simple, mais profond. Les frontières que nous traçons entre l'humain et l'animal, entre la civilisation et la nature sauvage, entre nous et eux, ne sont pas aussi solides que nous l'imaginons. L'intelligence prend de nombreuses formes. L'amour transcende les espèces. La famille se définit par des liens de soins et de loyauté, non par la génétique ou l'apparence. Et parfois, si vous êtes très patient et très chanceux, on vous accorde le privilège de franchir ces frontières, de former des liens qui enrichissent votre vie de manière que vous n'auriez jamais pu anticiper. Je suis reconnaissante pour chaque visite du lundi et du jeudi, chaque offrande laissée au chêne creux, chaque moment de connexion avec Tara et son peuple. Je suis reconnaissante pour la confiance qu'ils m'ont accordée, à moi, une étrangère d'un autre monde, et pour la famille dont ils m'ont permis de faire partie. Je suis reconnaissante pour le cadeau de savoir que la nature sauvage recèle des merveilles, que le monde est plus remarquable que nous ne l'imaginons, que nous ne sommes pas seuls dans notre capacité à aimer, à pleurer et à nous réjouir. La dernière fois que j'ai vu Tara distinctement, c'était un jeudi soir au début de l'automne. Les feuilles commençaient à peine à changer, des touches d'or et de pourpre apparaissant sur les plus hautes crêtes, et l'air avait ce mordant familier qui annonçait l'approche de l'hiver. J'ai gravi lentement le sentier, me reposant souvent, sentant chacune de mes 83 années dans mes articulations douloureuses et mes poumons peinants. Le sac sur mes épaules, autrefois si facile à porter, me semblait maintenant un fardeau énorme. Mais je le portais quand même, comme je l'avais porté pendant 4 décennies, parce que certaines choses sont plus importantes que le confort physique. Elle m'attendait au chêne creux,
debout à découvert sans aucune tentative de dissimulation, sa fourrure grise argentée dans la lumière déclinante. Elle était maigre, ai-je remarqué, plus maigre qu'auparavant. L'âge l'avait rattrapée comme il m'avait rattrapé. Nous étions toutes les deux au bout de notre voyage, elle et moi, deux vieilles femmes qui avaient passé leur vie à construire quelque chose d'extraordinaire. J'ai déballé mes offrandes et les ai disposées dans le greu, comme je l'avais fait des milliers de fois auparavant. Des choses simples, un pot de miel, quelques fruits secs, du pain frais cuit le matin même. Les offrandes n'avaient pas beaucoup changé au fil des ans, bien que les mains qui les préparaient fussent devenues tachetées et tremblantes avec l'âge. Quand je me suis retourné, Tara s'était approchée. Elle se tenait assez près pour que je puisse la toucher, sa forme massive dominant ma silhouette voûtée, ses yeux sombres rencontrant les miens avec l'intelligence et la conscience que j'avais reconnue pour la première fois 40 ans plus tôt. Aucune de nous n'a parlé. Nous n'avions jamais eu besoin de beaucoup de mots entre nous. Elle a tendu la main et l'a posée sur mon épaule, ce geste familier de connexion. J'ai posé ma propre main sur la sienne, m'émerveillant comme toujours de la chaleur, de la solidité, de la réalité indéniable de sa présence. Nous sommes restés ainsi un long moment, deux vieilles amies se disant au revoir de la seule manière qui comptait. Puis, elle a émis un son, bas et doux, et j'y ai tout entendu. La gratitude, l'amour, la compréhension, l'adieu. Merci, ai-je murmuré, pour tout. Elle s'est alors retournée et s'est enfoncée dans la forêt, disparaissant dans l'obscurité grandissante comme elle l'avait fait tant de fois auparavant. Mais cette fois, je le savais, c'était différent. Cette fois ressemblait à une fin. Je suis resté au chêne creux longtemps après son départ, regardant les étoiles apparaître une à une dans le ciel qui s'assombrissait, écoutant les bruits nocturnes de la forêt que j'avais aimé toute ma vie. Puis j'ai ramassé mon sac vide et j'ai commencé la longue marche de retour vers la montagne, vers Robert qui m'attendrait avec le dîner sur la table et des questions dans les yeux, vers la vie que j'avais construite dans le monde des humains. Mais une partie de moi est restée dans cette forêt, comme elle l'avait toujours fait. Une partie de moi appartenait aux montagnes, aux arbres anciens et aux êtres remarquables qui les appelaient leur foyer. Cette partie ne partirait jamais, peu importe la distance que je parcourrais, peu importe le nombre d'années qui passeraient. Cette partie était chez elle. Certaines histoires n'ont pas de fin, pas vraiment. Elles continuent simplement sous différentes formes, transmises d'une génération à l'autre, évoluant et s'adaptant sans jamais vraiment se conclure. Mon histoire avec Tara et son peuple est comme ça. Elle ne se terminera pas à ma mort. Sarah prendra ma place, portant des offrandes en haut de la montagne, entretenant la relation que j'ai bâtie. Et peut-être qu'un jour, ces enfants continueront la tradition, et leurs enfants après eux. Une chaîne de connexion s'étirant vers un avenir que je ne verrai jamais. Je ne sais pas ce que cet avenir nous réserve. Peut-être que le monde deviendra plus hostile à ces créatures, plus dangereux. Peut-être que le développement empiétera sur leur territoire, les forçant à se retirer dans des endroits toujours plus reculés. Ou peut-être que le monde changera de manière à faciliter leur existence, à leur permettre de sortir de l'ombre et de prendre la place qui leur revient en tant que nos voisins, nos concitoyens de cette planète remarquable. Je ne sais pas, je ne peux qu'espérer, mais quoi qu'il arrive, je sais ceci. La relation compte, la connexion compte. Le simple fait d'être là, semaine après semaine, année après année, décennie après décennie, avec des offrandes, du respect et la volonté de franchir les frontières, compte. Cela compte parce que cela prouve que des mondes différents peuvent se toucher, que la compréhension est possible, que l'amour transcende les catégories que nous créons pour nous séparer les uns des autres et du reste de la création. Je m'appelle Eleanor Whitmore. J'ai 83 ans. Et depuis 40 ans, je nourris une famille d'êtres extraordinaires que la plupart des gens croient n'exister que dans les légendes et les histoires de feu de camp. Ils sont réels, ils sont intelligents, ils sont compatissants,
et il veille sur ces montagnes et sur nous depuis bien plus longtemps que quiconque ne le sait. Ceci est mon histoire, ceci est leur histoire, ceci est notre histoire, ensemble.